Bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver sur le rendez-vous mensuel que l'on organise au niveau de la CAPLIM. Donc peut-être juste un petit rappel. Donc la CAPLIM est une cellule d'accompagnement des personnes de premier recours sur Mayotte, dont l'objectif consiste à la fois à faire communiquer de l'information entre les professionnels de santé. Donc du coup, ces réunions-là ont vraiment vocation à faire ce partage d'informations et le fait que les différents acteurs puissent connaître les ressources qui existent sur Mayotte, notamment les professionnels de premier recours. Et puis on fait aussi de l'accompagnement individuel et collectif, notamment à travers de ce qui est exercice coordonné, sur des projets à Mayotte. Et puis également, on travaille là actuellement sur un répertoire des professionnels de santé qui sera bientôt, par rapport auquel on communiquera prochainement de l'information pour que ça se mettra en place. Je propose de faire un rapide tour de table et puis ensuite de laisser la parole à Ouriati pour qu'elle présente cette plateforme, sachant que l'idée c'est que ce soit aussi interactif et que en même temps que la présentation se déroule, on puisse avoir des échanges de questions-réponses. Je prends la main, du coup, je continue. Oui. Bonsoir tout le monde. Adija Daou, je suis la chargée de mission pour le dispositif d'appui au projet de professionnels de santé libéraux sur Mayotte. Et je suis la référente de proximité pour ce dispositif-là. Oui, donc Mireille Petit, donc directrice de pôle au niveau de la Croix-Rouge française sur le SIAD, le pôle personnes âgées domicile, et donc le SIAD sur l'ensemble des antennes, donc en Mamoudzou, Petite Terre, Malamani qu'on a ouvert en mars 2023 et Bandrabois qu'on a ouvert en décembre 2023. Catherine Missel, moi je travaille donc à l'ARS et je suis au service médico-social. Bonjour, je suis Gilles Claude, stagiaire à l'ARS, élève directrice d'établissement de santé sociale et médico-social. Bonsoir, moi je vais me présenter et continuer directement dans la présentation, si ça vous dérange pas. Moi c'est Ouriati Soufi, je suis conseillère en parcours pour les personnes en situation de handicap au sein de la plateforme d'entraide pour l'autonomie à Page. Donc la plateforme d'entraide pour l'autonomie, c'est un dispositif qui est mis en place pour soutenir les projets des personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les proches aidants en grande difficulté avec des situations complexes au sein du territoire. La plateforme, elle construit en lien avec les acteurs du territoire une solution concrète pour les personnes sans solution avec une réponse inadaptée ou un risque du parcours. Donc effectivement, la réussite de la plateforme d'entraide pour l'autonomie est basée sur la coopération de tous les acteurs du terrain. Au niveau des objectifs, la principale objectif de la plateforme d'entraide pour l'autonomie, ça va être d'organiser des solutions concrètes répondant aux aspirations des personnes accompagnées. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner la personne dans l'expression de son projet de vie à partir de ses aspirations, en favorisant l'autodétermination. Ça va être de rechercher des solutions opérationnelles pour accompagner son parcours. Et ça va être également de mobiliser en priorité les acteurs du droit commun. Le deuxième objectif, ça va être de repérer les personnes sans solution pour leur proposer des réponses concrètes. Ici, l'idée, c'est de recenser et caractériser les personnes en situation complexe, les accompagner également dans l'élaboration de leur dans la construction d'une réponse opérationnelle afin de prévenir les risques de rupture. Le troisième objectif, c'est être un levier d'innovation et de transformation de l'offre. Ici, ça va être l'idée, c'est de proposer des solutions nouvelles au regard des souhaits et des besoins identifiés et de l'offre sur le territoire, et également de participer à proposer des projets communs avec les partenaires de droit commun ou spécialisés sur le territoire. Le quatrième objectif, c'est d'accompagner les aidants familiaux. L'idée, c'est les soutenir les aidants familiaux dans l'ensemble de leur démarche. Ça va être proposer des actions directes comme les informations, sensibilisation,
la formation, le soutien psychologique des personnes aidants, mais également de permettre des temps de répit aux aidants familiaux. En ce qui concerne le public concerné, on a les personnes maintenant en Manuel-Creton, les personnes sur liste d'attente des établissements à services médico-social et ou en sortie de santé, les personnes présentant un risque de rupture de parcours, dont transition enfant-adulte, les personnes non repérées ou faisant l'objet d'un signalement. Est-ce que pour les, juste, excusez-moi, pour les personnes qui seraient pas familiers avec le secteur médico-social, est-ce que vous pourriez juste préciser ce que c'est qu'un amendement Creton? L'amendement Creton, ça va être les personnes qui sont en liste d'attente, qui sont qui font la transition, les personnes qui sont en établissements médico-sociaux, qui sont en âge de passer en établissement médico-sociaux pour adultes, et où la place n'est pas encore disponible. Voilà. C'est les personnes qui sont dans des structures des prises en charge pour les enfants, qui ont passé l'âge pour qui devraient basculer dans une structure adulte, mais qui ne peuvent pas faute de place. C'est ça globalement. Exactement. Et c'est vrai qu'à Mayotte, on a tout ce public, faut savoir que les personnes qu'on accompagne sont orientées par les professionnels, mais peuvent également venir d'eux-mêmes. On verra un peu plus de détails tout à l'heure. Pour ce qui est de l'équipe, nous sommes une équipe de 4 professionnels. La coordinatrice qui manage, qui va manager, animer et apporter un appui aux conseillers en parcours si besoin, et va assurer également la coordination avec les acteurs du territoire. On a une secrétaire de direction qui est le maillon central de la plateforme d'entraide pour l'autonomie et qui va faire une première analyse de la demande et renseigner ou orienter les interlocuteurs. Et puis nous, les conseillères en parcours pour les personnes en situation de handicap et personnes âgées qui orientent, qui écoutent, qui conseillent, qui accompagnent ce public, les proches aidants également, les professionnels au numéro identifié. Donc il y a bien un numéro identifié, mais ici à Mayotte, il n'est pas vraiment utilisé. Personne, alors la plateforme, on a une ligne fixe avec un numéro local. Les personnes ont plutôt tendance à appeler le numéro fixe qui est relié directement à la plateforme et non le numéro identifié. Mais dans tous les cas, le numéro, on appelle quand même la plateforme. Donc, les conseillères, nous sommes en lien avec l'ensemble des acteurs, acteurs du territoire. Et puis, on a également la mission de recenser, de recensement auprès des personnes en situation de handicap et âgées en situation complexe. En ce qui concerne l'écosystème, la PEA constitue une réponse interopérateur. Elle assure un rôle de filet de sécurité pour les personnes sans accompagnement adapté. Elle vient à chaque fois que nécessaire faciliter l'agencement des solutions pour une situation ou entre plusieurs acteurs. Quand la réponse seule d'un opérateur ne suffit pas, elle est mobilisée par subsidiarité sans se substituer aux missions des aux structures ou aux autres partenaires de l'État. C'est vrai que c'est une chose qu'on a bien clarifiée auprès des partenaires. La PEA vient en appui aux missions des autres structures et non à faire les missions des professionnels. Parce que je me rappelle au début quand on a commencé les accompagnements, beaucoup des partenaires nous disaient mais en fait qu'est-ce que vous allez faire de plus que nous, mais qu'est-ce que en fait c'est une plateforme qui va plus ou moins servir à rien parce qu'on fait déjà ces missions-là. Or, on leur a prouvé que c'est une plateforme qui prend en charge, qui prend en compte, il y a une prise en compte à 360 degrés des besoins essuyés de la personne. Il y a certains professionnels qui sont bloqués sur certaines situations dans le sens où dans leur mission, ils peuvent intervenir que sur un domaine spécifique et la plateforme, elle vient
elle intervient sur tous les domaines. Ce qui fait que on est puis on a un soutien et on peut les accompagner pour développer la rupture de parcours d'une personne. Aujourd'hui, ça passe plutôt bien. Il y avait beaucoup de réticences, mais aujourd'hui, la confiance a été accordée. Sur cette question de subsidiarité, c'est ça? Oui. Oui, c'est que vous ne vous positionnez pas à la place des autres acteurs, quoi. Vous faites juste... Exactement. Un exemple tout simple, tout bête, hein, une personne qui vient, on a constaté qu'elle est en situation de handicap, doit nécessairement déposer un dossier MDPH. On ne va pas l'accompagner à remplir on ne va pas remplir son dossier MDPH, mais on va l'orienter vers le CCAS qui a cette mission d'accompagner sur le remplissage des dossiers. L'exemple du remplissage du dossier MDPH est très clair, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vous qui remplissez le dossier MDPH, vous orientez vers un service qui a cette mission-là. Exactement. Donc le MDPH ou les CCAS qui ont cette mission. Pour ce qui est du parcours d'accompagnement, le parcours d'accompagnement se fait sur 3 étapes. On a, dans un premier temps, le diagnostic, donc identifier les besoins du bénéficiaire. Pas que le bénéficiaire nous a sollicité ou le partenaire nous a orienté à le bénéficiaire. Nous effectuons une VAD, une visite à domicile, pour identifier, pour faire un état des lieux de la situation globale de la personne. C'est vrai, des fois, on se rend compte que la personne peut nous solliciter pour un besoin spécifique, mais quand on y va sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des besoins beaucoup plus urgents. Et voilà, on prend en compte la globalité de la situation. La deuxième étape, c'est de co-construire un plan d'action avec le bénéficiaire, donc construire un projet de vie en adaptant les réponses aux besoins et par la suite orienter, donc consolider le projet de vie du bénéficiaire en partenariat avec les attentes du territoire. Je fais juste une petite parenthèse. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur tout ce qu'a présenté Oriati depuis le début? N'hésitez pas à intervenir ou à poser des questions si vous en ressentez le besoin. Ouais. Non, c'est clair. Hein. Pour ma part, c'est clair. C'est vrai qu'on avait eu une présentation de la plateforme d'appui aussi au niveau de l'ARS il y a quelques mois. Hein. Donc, c'est vrai que non, c'est clair. Moi, j'ai pas de questions. Ok. En tout cas, n'hésitez pas pour la suite. Donc, merci. J'ai une question sur la Oui. les visites à domicile. Est-ce que vous faites ça pour tous les... Est-ce que vous ciblez certaines situations ou vous faites ça pour chaque situation? Pour toutes les situations? On fait ça pour toutes les situations. À partir du moment où la personne nous a sollicité, on va dire on se doit d'aller sur le terrain et évaluer la situation. C'est vrai que c'est très prenant, ça reste important. Aujourd'hui, on a mis en place un outil de présélection où on récolte les informations, les besoins premiers de la demande pour par la suite nous permettre à nous par la suite intervenir en fonction du degré d'urgence. Voilà. Il y a des personnes qui nous sollicitent, qui ont comme objectif ou qui ont comme besoin d'être accompagnées sur l'insertion, le côté insertion professionnelle, et des personnes qui nous sollicitent parce que l'enfant fait des crises à répétition, etc. Donc là, par rapport à cet outil, parce que nous, conseillères, on est souvent amenés sur le terrain pour les aider ou même pour les accompagnements. Cet outil nous permet par la suite de prioriser les accompagnements selon le degré d'urgence. Vous prenez en compte l'urgence, mais il y a malgré tout systématiquement une visite à domicile. Il n'y a pas parfois dans certaines situations où vous appelez la visite à domicile pour essayer pour aller plus vite dans la résolution d'un problème. Il y a toujours avant une visite à domicile. Et même des aides à domicile. Les partenaires de coopération, on a la FEMAPAR qui est l'association mahoraise des personnes âgées et retraitées, qui fait du repérage des personnes âgées en difficulté, en situation complexe. On a également les MDPH, la collaboration, la coopération se fait en étroite lien avec la chargée RAPP, situation complexe.
Donc, répétez juste pour que c'est la réponse accompagnée pour tous. La plateforme est financée par l'ARS en appui avec le CNOSA au niveau du financement. Alors, quelques indicateurs, quand même pour donner des exemples. Depuis son inauguration du 21 février 2023, la plateforme a accueilli et accompagné près de 224 personnes âgées et en situation de handicap, soit 81 personnes âgées et 143 personnes en situation de handicap. Parce que sont les sollicitations, sur les 81 personnes âgées, nous avons des sollicitations vers le logement pas adapté aux besoins des personnes, des sollicitations au niveau des ressources, à rupture de ressources, et sollicitations sur l'accès au droit, ou qu'ils sont confrontés à l'accès au droit, des besoins alimentaires également au niveau de la santé, et puis un accompagnement psychologique. En termes de pourcentage, plus de la moitié des sollicitations des dossiers qui nous sont adressés sont orientés sur les demandes d'accès au droit. La MDPH, les dossiers MDPH, CSSM, les dossiers APA, aussi la préfecture, la mobilité, etc. Donc ça représente quand même 57%. On a également des sollicitations liées aux problématiques de logement et de la santé, comme on l'a vu tout à l'heure. Sur la thématique de l'accès au droit, est-ce que vous avez une idée de la proportion entre tout ce qui est DPH et notamment l'ouverture des droits de santé? Est-ce que vous avez une idée de combien ça représente dans cette masse de la thématique des accès au droit? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à la question. Mais là, ça concerne plutôt ma collègue, les personnes âgées. Je ne vais pas pouvoir. Je suis désolée. Je poserai la question quand même. Je reviendrai vers vous pour donner la réponse. Donc, la question, c'est combien ça représente le travail que vous faites pour donner accès au droit aux personnes, la part qui consiste à réouvrir des droits à la santé représente, est-ce que c'est une situation qui revient fréquemment dans les dossiers que vous gérez? Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? J'avais un gros problème de paramétrage de micro sur ma machine. Donc, je n'ai pas pu me présenter. Joël Amano, Créaille, Océan Indien. Donc, on s'était rencontrés déjà avec la page et certains d'entre vous lors de venue de notre part il n'y a pas très longtemps sur Mayotte. Et j'avais une petite question concernant les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on a une petite idée aujourd'hui du type de handicap de la répartition des types de handicap qui concernent les personnes qui s'orientent vers vous, même si bien sûr peut-être le diagnostic, au niveau il manque des éléments diagnostiques, mais on a une idée un petit peu des types de handicap qui sont plus ou moins représentés. On a le handicap psychique. On n'en a pas beaucoup, le handicap psychique, même si je sais que ça ne reflète pas la réalité sur le territoire. Beaucoup de polyhandicap, des enfants qui sont et puis intellectuels, niveau intellectuel très faible. Je vais citer également le handicap cognitif. On a tout type de handicap. On a tout type de handicap. Aujourd'hui, je dirais la majorité. Ouais, comment? C'est très varié en termes de type de handicap. C'est vraiment très, très varié. D'accord. Okay. La majorité aujourd'hui de ceux que j'ai accompagnés, ça va être le handicap moteur, handicap et plus de handicap. D'accord. Et troisième position, ça va être le cognitif. On ne pas dire psychique. Cognitif, pas mal. Pas mal, d'ailleurs, et beaucoup où j'ai accompagné sur la mesure de protection. Mettre mesure. Donc là, on va du coup parler pour ce qui est des personnes en situation de handicap. Sur les 144 personnes en situation de handicap, il y a beaucoup de sollicitations sur l'accès à la santé.
la protection judiciaire, le logement, pareil, un logement pas adapté au handicap de la personne. Au niveau des ressources, à savoir que j'ai peut-être pas une majorité, mais beaucoup qui sont en situation irrégulière où les familles ne perçoivent pas de ressources. Donc, ils peuvent nous solliciter pour de ressources, aide alimentaire. J'ai également des sollicitations sur l'insertion professionnelle, la scolarité, pour éviter une rupture de scolarité. Ça va être plutôt les enfants qui ont une orientation IME, mais qui sont à liste d'attente et qui ne peuvent pas rester dans l'établissement scolaire, parce qu'ils n'ont plus d'AESH. Ça va être l'accompagnement psychologique pour les aidants familiaux, beaucoup en demande. Hein, et voilà. Ils le disent pas tout de suite au premier abord, mais quand on arrive à installer une relation de confiance, les aidants familiaux se confient et on ressent quand même cette envie d'un accompagnement psychologique. Et puis on a également de ces sollicitations sur l'accès au droit, de temps de répit aussi, trouver des solutions pour occuper les enfants ou les faire garder pour que ces aidants familiaux aient des temps de répit. En termes de pourcentage, pratiquement la moitié des demandes de prise en charge de PSH sont sur l'accès au droit. Pareil, hein, la CSSM, l'MDPH, la DCICAF, la préfecture, la mobilité. On a une forte demande sur l'accès à la santé. L'accès à la santé, suivi, l'accès à la santé, donc, 20%. Suivi de l'accès au logement, à la scolarité et certaines d'autres sollicitations, tout à l'heure. Mais l'accès au droit et la santé, c'est vraiment thématique, les sollicitations qui reviennent souvent. À savoir qu'une même bénéficiaire, un même bénéficiaire peut nous solliciter sur plusieurs volets. Hein. Ça peut être une personne qui a des difficultés et sur l'accès au droit, comme la santé, comme le logement, comme la scolarité, etc. Ouais, mais c'est du coup des situations les plus complexes, j'imagine, quand il y a plusieurs problématiques qui se conjuguent, quoi. On en verra des exemples tout à l'heure. Au niveau des dossiers, du coup, les dossiers aboutis, pour ce qui est des PSH, on est à 74 dossiers aboutis. On a abouti 14 en cours, 31 dossiers en cours actuellement. Ben là, j'ai donné des exemples. Peut-être là, je peux donner quelques exemples. Ouais. Donc, j'ai plutôt ciblé les exemples qui m'ont demandé à travailler avec les professionnels de santé. Ouais. Donc, ça va être le cas de Monsieur Faroukou, qui nous a été orienté pour cause de signalement pour maltraitance. Donc, fallait accompagner l'enfant pour un placement d'urgence. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé aux EDEM pour suite à ce signalement et voilà, accompagner. Là, l'avantage qu'on a eu, c'est que la situation était déjà connue aux EDEM. Il y a une place qui s'est libérée, ça c'était très très vite. En 24 heures, on a pu placer l'enfant. Le signalement était fait pour maltraitance, mais quand on a fait la VAD, en fait, c'était pas du tout de la maltraitance, c'est juste une maman qui savait pas trop comment s'y prendre avec son enfant polyhandicap, qui avait besoin d'une alimentation spécifique, un système d'alimentation assez particulier, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas s'y prendre, et ce qui faisait que l'enfant a perdu beaucoup de poids. Et sa vie était plus ou moins mise en danger. Aux EDEM, quand on les a sollicités, ils se sont déplacés à domicile le lendemain, le deuxième jour, et le placement a été fait dans la foulée, très très rapidement, parce que son état nécessitait une prise en charge médicale urgente. Donc là, aux EDEM avait les personnels qu'il faut, et ça s'est fait très très rapidement. Donc, on a quand même accompagné la maman par rapport à ce détachement avec son enfant. Alors, parce que jusque-là, c'est un enfant qui a 12 ans, hein, et il s'est toujours occupé de son enfant. Du jour au lendemain, il s'en sépare, et on l'a accompagné sur le volet insertion professionnelle, hein, l'orienter vers le Pôle emploi, la faire rencontrer à un conseiller en insertion qui, par la suite, aboutit à une formation, et puis la maman a pu trouver une occupation derrière. Une autre situation, EasyAid.
un jeune de 12 ans où la maman nous avait sollicité parce que son enfant autiste devait aller en classe Ulysse, mais n'avait pas eu la notification et l'enfant risquait d'être déscolarisé. Donc, on a dû travailler avec l'AMDPH pour accélérer le dossier et avoir que l'enfant puisse avoir sa notification et puisse intégrer la classe Ulysse. Là, on a eu affaire à une maman qui était en détresse parce que son enfant a été diagnostiqué à l'âge de 12 ans. Donc, c'était récent pour elle. Elle avait du mal à s'y faire, ça avait chamboulé toute sa vie, donc elle avait besoin d'un accompagnement psychologique. Donc là, on a mis en place un accompagnement avec un psychologue derrière. C'est très, très bien passé d'ailleurs. D'accord. Et du coup, votre intervention a permis d'accélérer l'obtention de la notification MDPH? Oui, de la MDPH, oui. Oui, aujourd'hui, avec l'arrivée de la chargée RAPT à la MDPH, il y a ce travail en collaboration. On se voit pratiquement toutes les 2 semaines pour évaluer les situations urgentes, les plus urgents, et pouvoir les prioriser dans les dossiers, dans les commissions. Donc, il y a certains dossiers qui, éventuellement, on a réussi à les prioriser dans les commissions de la MDPH. Donc, un autre exemple. J'ai une question. Excusez-moi. Oui, et donc du coup, vous avez réussi à prioriser les dossiers. Ça veut dire qu'à chaque commission, il y a toujours un dossier PEA qui... Enfin, tout dépend de l'urgence. À chaque fois, il y a un dossier. Ok. Tout dépend de l'urgence. Tout dépend de l'urgence. Il y a des situations qui nécessitent une prise en charge très, très rapide. Pour le coup, voilà, avec l'équipe de l'MDPH, on décide de passer ce dossier en commission, à la prochaine commission. Je vous donne l'exemple d'un jeune de 19 ans qui est en situation de handicap qui n'est pas encore diagnostiqué. Mais c'est un jeune qui a des difficultés de compréhension, des difficultés sociales, qui ont eu un impact dans sa scolarité, dans son quotidien, tout simplement. Et les parents avaient jusqu'à là minimisé les difficultés de son enfant. Beaucoup de retard cognitif. On suppose, et le diagnostic n'est pas posé. Sauf que cet enfant jeune a eu son bac et il souhaite poursuivre sa scolarité en métropole. À ce moment-là, sa maman s'est rendue compte qu'en fait, mon enfant n'est pas apte, n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Il a besoin d'être accompagné. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est accompagner le jeune pour poser un diagnostic. Là, c'est le diagnostic. J'ai eu la rencontre avec un neurologue pour faire des bilans neuropsychologiques, passer des Q, des IRM. On a vraiment fait la totale pour avoir le maximum d'éléments pour un dossier MDPH. Et c'est déjà discuté avec l'MDPH que dès qu'on a tous ces éléments, le dossier passera en priorité pour pouvoir qu'il puisse avoir une notification MDPH, RQTH, afin de permettre aux structures qui sont en métropole de l'accompagner. Par exemple, les SAVS, on a déjà pris en contact avec une SAVS qui sera dans sa ville pour l'accompagner. On a également déjà prévenu à l'établissement scolaire de ces difficultés, mais tous attendent cette notification MDPH pour pouvoir mettre en place un accompagnement. Donc, dans une situation comme ça, l'MDPH, on priorise, voilà, selon le degré d'urgence, on décide de prioriser le dossier ou pas. Oui, c'est ça, c'est pas automatique, quoi. C'est pas parce que quelqu'un vous sollicite qu'il va voir son dossier MDPH avant sa priorité, si vous identifiez une urgence. Oui, et c'est en concertation avec l'équipe de l'MDPH, bien sûr. Autre exemple, c'est avec le cas de Raïmoula, une jeune femme de 19 ans qui nous a... Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap, c'est normal, mais des polyhandicapés. Et comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec parce qu'il n'y a plus de place dans les établissements, et qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, proposer quelque chose, c'est un peu compliqué.
On peut proposer. Alors, on s'assure déjà d'une prise en charge de la personne. Est-ce que il y a bien une prise en charge au niveau de la santé? Est-ce qu'il y a un médecin qui passe? Est-ce qu'il y a un infirmier? Est-ce que selon sa situation, voilà, quels sont les besoins pour cette personne? Si rien n'a été fait, on rentre en contact avec le professionnel nécessaire qui vient évaluer la situation et puis nous faire des préconisations derrière. Ça peut décliner comme des infirmiers, comme des médecins. Nous, on ne sait pas forcément. Donc, on fait vraiment le lien avec les professionnels. On s'assure qu'il y a quand même un suivi derrière. Ça va être également être en contact avec les UTAS, appeler les CCAS ou les UTAS, le secteur de la personne, pour être sûr que la personne est bien connue et voir ce qu'eux ont proposé pour cette personne. Mais pour ce qui est du plan santé, c'est ça en fait. On évalue la situation et si on estime que cette personne a un besoin, nécessite un suivi, là on fait appel aux partenaires de santé pour venir évaluer ou mettre en place un suivi derrière. Vous pouvez appeler le SIAD de la Croix-Rouge si besoin. D'accord. On a encore des places personnes handicapées adultes, on peut prendre si jamais. Et par rapport à ça, du coup, je rebondis puisque sur Petite Terre, au niveau de la page, il y aura probablement aussi le SIAD de Petite Terre. Est-ce que vous avez également des perspectives par rapport à la prise en santé de ces personnes handicapées? Le SIAD dans Petite Terre, il va être pour les adultes à partir de 50 ans, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on est en train de constituer un réseau avec des personnes qui sont à Petite Terre. D'ailleurs, j'avais pris contact avec Appui, va m'adresser la liste des professionnels de santé qui interviennent sur Petite Terre. Donc aujourd'hui, voilà, on est en train de consolider quelque chose d'assez solide et concret, avoir les personnels ressources, pouvoir les contacter si besoin. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. C'est plus une notion d'échange et aussi de savoir si en fait vous avez déjà démarré votre activité, parce qu'on n'a pas eu du tout de retour. Donc même en termes de plus partenariat, d'échange, bien sûr, même si nous on n'a pas de local dédié sur Petite Terre, mais on a quelques prises en charge et de personnes âgées et personnes handicapées sur Petite Terre. Donc voilà, oui, bien sûr, bien volontiers. J'en profite aussi pour faire une toujours sur Petite Terre. En fait, il y a une communauté professionnelle des territoires de santé qui sont une structuration, des dispositifs de coordination à l'échelle territoriale, partant des professionnels de santé, mais intégrant les autres acteurs de l'offre de soins. Il y en a une qui existe sur le sud depuis quelques années. Et maintenant, il y en a une qui se crée sur Petite Terre. Très bien. Et du coup, en fait, là, on est vraiment à la phase de... Ils ont identifié un peu les thématiques sur lesquelles ils ont travaillé, puis après, on va travailler sur le projet de santé. Mais parmi les thématiques qu'ils ont identifiées à ce stade, il y a la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, sans doute que je vous solliciterai sur la Croix-Rouge ou à Page pour contribuer à ce projet de santé. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Je profite juste, c'est une question qui me vient depuis tout à l'heure. Est-ce que des fois vous pouvez aider à débloquer des situations pour les personnes handicapées par rapport à leur logement? Parce que nous, on a 2-3 personnes en situation de handicap qui vivent vraiment dans des conditions plus que précaires. Voilà. Alors, quels sont vos leviers au niveau du logement? Alors, tout dépend du profil. Une personne en situation irrégulière ne pourra pas bénéficier du dispositif. Une personne qui est en situation irrégulière, alors, en situation irrégulière, adulte, en l'occurrence, on travaille avec des UTAS qui peuvent faire un appui logement. Voilà, une fois que la personne a déposé son dossier auprès de la CIL ou SIAO, les travailleurs sociaux, les assistantes sociales peuvent faire un appui logement et ça peut accélérer les dossiers. D'accord. Donc on peut vous appeler dans ce sens-là.
Tous nos bénéficiaires sont affiliés sécurité sociale et ils sont en situation régulière ou français. Hein. Et puisque c'est financement ARS oblige ce volet-là au niveau des établissements médico-sociaux. Mais pour les SIAD en tout cas, donc du coup, donc on peut faire appel à vous dans ce cadre-là au niveau logement alors. On peut faire un appel à l'UTAS pour faire un appui logement. Alors je continue pour les exemples ou je passe. Oui. Encore un dernier peut-être. Un dernier. Raina, une jeune femme de 19 ans, enceinte de 8 mois, qui est venue nous voir pour une aide alimentaire. Parce que madame n'a aucune ressource et ne mange pas à sa faim. Donc, quand on a fait la VAD, on s'est rendu compte que c'est une personne en situation de handicap cognitif, un retard mental il agissait comme un enfant de 10 ans, limite. Il était limite un peu abandonné, un peu à l'abandon. Sa maman qui également se sent de handicap cognitif. Donc on avait ces deux dames livrées à elles-mêmes. Quand on a vérifié son carnet de santé, parce que bon, l'échange était un petit peu particulier, alors voilà, il n'arrivait pas forcément à nous donner des éléments sur son état actuel. Là, donc on a vérifié son carnet de santé et on s'est rendu compte que madame elle est épileptique. Elle est épileptique, donc elle a 8 mois de grossesse, épileptique, il n'y a pas eu de suivi. Pas du tout de suivi pour la grossesse, donc pas du tout de rendez-vous, c'est un peu, etc. Donc, on a très vite pris contact avec un médecin traitant. Donc là, on a pu travailler avec le centre Nakia, où on a rencontré un neurologue, vraiment dans la foulée, le médecin traitant, pour évaluer son niveau d'épileptique par rapport à l'accouchement. Médecin traitant, où on a fait le dossier MDPH, et sage-femme, pour évaluer sa grossesse et l'état du bébé. Je me rappelle quand on me disait, est-ce que le bébé bouge encore? Voilà, c'était assez particulier, mais ça s'est fait vraiment dans la foulée. Au vu de l'urgence, le neurologue, voilà, tout le monde s'est mis à disposition pour s'occuper, voilà, de cette personne. Donc là, on a tout fait. On a fait les démarches auprès de la sécurité sociale, auprès de la CAF, auprès du CHM. Parce que les résultats les résultats de l'EEG a nécessité une prise en charge urgente et rapidement. Le jour même, on l'a hospitalisé. Voilà. Je ne sais pas ce qui est passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une situation où il y avait urgence. Urgence et il fallait qu'on intervienne immédiatement. Est-ce que vous avez même un partenariat avec le centre de santé Onakia pour avoir un accès facile au neurologue ou comment ça se passe? Ça, c'est une question qui... C'est un peu... Enfin, on n'a pas forcément l'accès facile. On y va selon la situation. Moi, pour ma part, je me présente directement. Au vu de la situation, je sais qu'ils prennent la chose au sérieux et on est pris en charge. Et on n'a pas forcément cet accès facile. Et c'est valable pour tous les professionnels de santé. D'accord. La situation, quand on y va, on accompagne la personne, on explique le degré d'urgence et la difficulté. On est tout de suite pris en charge. Mais c'est parce qu'on y va. Sinon, on n'a pas ce côté... Et là, en l'occurrence, juste, donc le neurologue c'est tombé à un moment où le neurologue était présent sur Mayotte ou c'est fait en des médecins? Il n'était pas présent. Non. Il n'était pas présent, mais au vu de la situation, on a fait téléconsultation par téléconsultation. Ok, donc on voit bien que c'est intéressant comme situation. Okay. Non. J'ai dit c'est intéressant comme situation parce que effectivement, Onakia a de temps en temps des neurologues en présentiel, mais ils organisent des consultations, des téléconsultations, où ça a permis quand même de dénouer une situation critique, quoi. C'est intéressant de l'entendre. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Hein. Maintenant, j'y vais de plus en plus. Du coup, quand je me présente à la tombe d'entrée de la mode, ils me prennent au sérieux, mais c'est pas pour autant que j'ai un accès facile. Si vous regardez les situations où vous avez eu besoin d'un médecin spécialiste, la plupart du temps, c'est les neurologues qui sont les spécialistes les plus nécessaires, indispensables pour vous. Il y a d'autres spécialités aussi qui vous ont soit manqué, soit vous avez pu trouver une solution.
Alors, pour ce cas-là, comme je vous ai dit, handicap cognitif, donc retard mental, il avait déjà 19 ans, il a 19 ans. Donc, c'est une personne qui devait être sous tutelle parce que, comme vous le savez, la plateforme, l'accompagnement sur la plateforme, c'est l'accompagnement assez de courte durée, de 3 mois. Donc, il fallait s'assurer quand même d'une continuité par la suite. Donc, on l'a accompagné pour une mise sous tutelle. Et c'est pareil, avoir un rendez-vous très rapide auprès d'un médecin grillé, on n'a pas non plus cet accès facile. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le docteur Lamali. J'ai vu une fois, deux fois, trois fois, mais dans tous les cas, j'arrive pas à avoir cet accès facile où quand j'appelle, j'ai un rendez-vous dans la foulée. Et c'est pareil pour les psychiatres. Hein. Pareil pour les psychiatres. Selon la situation, hein, quand je rencontre l'infirmière, on peut, dans tous les cas, quand nous on y va, on accompagne les bénéficiaires parce qu'il faut savoir qu'il y a certains bénéficiaires comme Raina qui sont livrés à eux-mêmes. Donc, le côté autodétermination est quasiment impossible. Il y a beaucoup de ces personnes qui n'ont pas non plus de référents familiaux auxquels on peut se référer. Donc, on peut les accompagner sur les rendez-vous médicaux. Les rendez-vous en tout cas. Et c'est vrai que quand nous, on y va, l'accompagnement, la prise en charge est assez rapidement parce qu'on arrive quand même à appuyer sur l'urgence de la personne. Ok, peut-être. Mais alors, une situation, ça peut vous prendre combien de temps? Parce que là, vous dites que vous les accompagnez pour 3 mois, c'est ça? 3 mois, c'est la durée qui est définie, mais on met en place un avenant, c'est l'accompagnement, mais on n'a pas réussi à... Oui, on peut mettre en place un avenant. Si la compte arrive à échéance, c'est qu'on n'a pas pu aller au bout de l'accompagnement et que ça nécessite quand même de l'accompagner, de poursuivre l'accompagnement. Donc là, vous dites que vous établissez un document, je sais pas quoi, c'est ça. Au départ. Au départ, on a un contrat d'accompagnement qui stipule bien que le contrat, l'accompagnement est d'une durée de 3 mois et possibilité de mettre en place un avenant si au bout de 3 mois, on n'a pas réussi à débloquer la situation. Dans tous les cas, sur ces 3 mois, on entame les démarches. Voilà. D'accord. Mais il faut faire vite, en fait, du coup. Et ça va vite. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Ça va vite pour certains. Pour d'autres, non, on est bloqué parce que ça dépend pas de nous, ça dépend pas non plus de nos interlocuteurs, mais c'est des dossiers qui doivent passer en commission. Et des fois, c'est un peu long. Ok. Je vous propose peut-être d'avancer pour... Ok, d'accord. Alors, des accompagnements qui ont duré une journée, 2 jours, comme quelques semaines, comme 6 mois, 10 mois, enfin 6 mois, 7 mois, etc. Mais oui, il y a bien des accompagnements qui ont été réglés en une journée. Oui. C'était beau. Mais alors, du coup, dans ce cas-là, vous avez le temps de faire la visite à domicile? Ou est-ce que là, vous avez un traitement, si la réponse, elle est directe, est-ce que dans ces cas-là, vous prenez le temps quand même de faire la visite à domicile? On fait la visite à domicile. La visite à domicile, on l'a fait... dans tous les cas, c'est ça? Dans tous les cas, et avec un professionnel, les CCAS. On privilégie les CCAS parce que c'est les acteurs qui sont les plus proches des personnes, des bénéficiaires, de la commune. Donc, vous faites faire la visite à domicile par des partenaires? Avec. D'accord. On va jamais seul. Toujours accompagné d'un partenaire. Ça peut nous arriver de poursuivre l'accompagnement chez le partenaire. Par exemple, je vais au CCS, j'ai mes déplacements au nord, à Mtsangamouji, j'ai 2-3 situations à voir à Mtsangamouji. Je vais rester au CCS de Mtsangamouji pour faire les accompagnements. En fait, vous êtes 2 conseillères qui font des interventions sur tout le territoire? Oui. D'accord. Sur tout le territoire, avec ses spécificités de VAD. C'est surtout ça qui me... Ouais. Et depuis votre ouverture, vous avez plus de PA ou PH, ou c'est équilibré, c'est comment? Beaucoup plus de PSH. Donc sur les 230 à peu près accompagnements, on a 81
PA, personnes âgées, et 145 PSH. Alors, on a beaucoup plus de sollicitations pour les personnes en situation de handicap. Et c'est vous la conseillère en PH, c'est ça? C'est moi, PSH. Ouais. D'accord. La répartition enfants-adultes pour les PH? PH, c'est de 0 à 60 ans. Ouais. Et les, Tout type de les enfants handicap. sont beaucoup représentés ou pas? Comment? Beaucoup Les plus enfants sont représentés, enfin, si vous avez une idée de la répartition enfants-adultes. Enfin, je dirais plus de la moitié. Je voulais savoir en termes d'organisation, étant donné que vous faites des VAD pour chaque sollicitation, comment vous faites par rapport au contexte de Mayotte, notamment pour les déplacements? On sait que c'est souvent très difficile de se déplacer sur certaines zones de Mayotte. Comment vous organisez pour les VAD? Pour les VAD, comme je l'ai dit, on n'y va pas seul. Sur les zones assez compliquées, on s'assure qu'il y a un médiateur de la commune, du CCS, en tout cas un médiateur du village ou de la ville qui est connu de tous. Voilà, je ne prends pas de risque d'aller dans un endroit où je ne suis. On me connaît pas et puis je risque quand même ça nous arrive vraiment d'aller dans des zones assez particulières et un peu peur. Ça fait très peur même. Mais quand on est accompagné des médiateurs du village ou de la commune, on se sent plus en sécurité parce que même eux nous disent vous êtes avec moi, ne vous inquiétez pas, moi je les connais ou on se connaît. C'est bien, c'est bien. Ouais. Il y a certains parents aussi qui nous rassurent. Tant que vous êtes avec moi, vous ne risquez rien. Ça fait encore plus peur, mais voilà, on sait qu'on ne risque rien. Parce qu'on est avec les personnes qu'il faut. Ok. Propos de continuer la présentation? Pas de souci au niveau des partenaires. Ce qui est des PA, PSH, PH, voilà, la liste elle est vraiment exhaustive. C'est pour vous montrer en fait qu'on travaille avec pratiquement tous les acteurs du territoire. Donc, selon la problématique, on va mobiliser le personnel ressources. On travaille autant avec la DPH, les CCAS, les UTAS, les structures pour le logement, HSPC, UTAF, les mesures de protection adaptées au Mayotte. On a eu affaire à travailler avec des coachs en développement personnel parce que les aidants familiaux refusaient un accompagnement avec des psychologues. J'ai besoin d'être accompagnée, je sens que j'en ai besoin, mais je ne veux pas que ce soit un psychologue parce que je ne suis pas fou. Okay. Donc, on essayait tout le monde de trouver des solutions pour quand même qu'il y ait cette prise en charge. Quand surtout la demande est assistante, on essaie toujours de trouver des solutions. On a les mairies, on a l'EFPA, la PRAP, la CSSM, logement, CRIP, le 115, l'accueil familial, la CIM également. Donc là, il y a toutes les structures, mais il y a aussi les professionnels de santé libéraux. Ah oui, cabinet médical. Il y a le centre Maquia, il y a le cabinet médical. Et il y a les infirmiers aussi. Oui, il y a les infirmiers, le CHM, qui nous a également sollicité. Ouais. Sollicité également. Là, c'est les partenaires c'est aussi bien des partenaires qui peuvent vous solliciter que des partenaires qui peuvent vous solliciter que nous on sollicite aux problématiques. Exactement, c'est ça. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais pour ce qui est du délai de réponse, donc initialement, le délai de réponse prévu est d'une durée de 3 mois, renouvelable en fonction des situations. Donc à ce jour, pour ce qui est des personnes âgées, nous sommes entre 1 semaine à 6 mois du délai de traitement des dossiers. Pour ce qui est des personnes en situation de handicap, nous sommes entre 1 jour à 5 mois. 5 mois, c'était avant la situation assez particulière que rencontre la MDPH. Depuis cette situation, on a des dossiers qui sont en attente parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'équipe évaluative. Du coup, les dossiers ont été déposés, mais il n'y a pas de suite. Donc, le délai de traitement qui se rallonge. Et oui, on est 2 conseillères
pour toute l'île. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, on a une liste d'attente. Voilà. Délai de traitement, des fois très long. Le délai initial et certains dossiers ne sont pas en mesure d'être pris en charge. Et voilà, une priorisation qui est faite en liste d'attente, qui est créée sur les 2%. Personnes âgées 28 et personnes en situation de handicap 25. Alors, en moyenne, je dirais que pour ce qui est des personnes âgées, on a une dizaine de sollicitations par mois. Personnes âgées un peu moins, mais ils sont quand même là. Il y a quand même des sollicitations. Alors, les coordonnées. Dans ce que je disais tout à l'heure, il y a le numéro vert qui existe et qui fonctionne, mais les personnes ont plutôt tendance à appeler la ligne fixe de la plateforme directement ou nous appelez, nous contactez nous directement, les conseillers PA et LSH. Et j'ai fini la présentation. Merci beaucoup. Merci. Alors peut-être une série de questions. Bon, il y a déjà des questions qui sont exprimées au fur et à mesure, mais il y a peut-être d'autres questions qui peuvent émerger. Oui, moi j'en aurais une concernant. Est-ce que vous estimez être aujourd'hui bien repéré sur Mayotte? Enfin, ce type de réunion-là, à cet objectif-là notamment, mais globalement, vous estimez être bien repéré sur le territoire? Et sinon, quel type d'action vous pensez qui devrait être développé pour pouvoir être beaucoup plus repéré? Alors, au niveau du repérage, je pense qu'on n'est pas assez, on est connu des CCAS, on est connu des UTAS. Ça reste quand même des acteurs qui sont très importants, qui sont assez, je vois qu'on n'est pas assez connus. Les personnes qui nous sollicitent, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont orientées par des personnes qu'on a déjà accompagnées. Voilà, j'ai accompagné un tel qui a été parlé de la plateforme et du coup, il y a des personnes qui viennent. Et c'est vrai que pour le coup, moi je pense, j'estime qu'on n'est pas assez connu. Donc, en termes d'action qu'on pourrait mettre en place, ça peut être les spots publicitaires, ça peut être faire des réunions davantage avec les autres acteurs qu'on ne connaît pas encore, des conventions, mettre en place des conventions avec d'autres acteurs et continuer à faire ce type de réunion pour se faire connaître davantage. Je dis ça parce que l'année dernière, quand on a été sollicité par le rectorat, là pour le coup j'ai bien vu qu'on n'était pas assez connus parce qu'il y a autant de situations qui sont complexes, en difficulté, qui nécessiteraient une intervention. Et pourtant, on ne les oriente pas plus que ça. Donc, Tout à fait. je pense que si voilà. Et juste, moi du coup, pour rebondir sur la question précédente, donc sur la connaissance, moi je voudrais, parce qu'effectivement je suis pas certain que les professionnels de santé vous connaissent très bien non plus. Il vous arrivez d'avoir des sollicitations, des situations problématiques qui vous sont adressées par les professionnels de santé, et du coup, est-ce qu'on peut se porter, faire le relais de ces possibilités qu'il aurait proposé de vous contacter en cas de situation d'ouverture de droit, en cas de problème de logement, enfin tout ce que vous avez évoqué? Les professionnels de santé, on n'en a pas énormément, je dirais, on n'en a quasiment pas, c'est plutôt nous qui vont vers eux. Mais non, je dirais qu'on n'en a pas forcément des sollicitations qui viennent des professionnels de santé. Donc effectivement, oui, je vais faire ce relais et vous solliciter si besoin. Et du coup, j'ai une deuxième question. C'est aussi en termes de... Parce que des situations complexes à Mayotte, où il peut y avoir des problématiques de santé, avec des problèmes de ressources, de logement, etc., et de droit, il peut y en avoir beaucoup. Si le dispositif est mieux connu, comment ne pas l'engorger en fait? C'est ça la question. Parce que du coup, aujourd'hui, vous êtes, malgré tout, vous avez déjà toutes d'autres implications, vous avez une file d'attente. Le fait de diffuser plus largement la connaissance de votre existence, comment est-ce que ça peut être géré? Est-ce que ça risque pas finalement de rendre plus difficile la réponse aux besoins? Je pense que c'est une bonne chose qu'on soit plus ou moins engorgé parce que ça va montrer que le besoin est là, que les situations complexes, il y en a à Mayotte.
Donc, on peut, avec cette grand nombre de sollicitations, on peut montrer à nos financeurs, voire même à d'autres personnes que les besoins sont là et demander un appui pour le développement de la plateforme en termes de cost. Donc, c'est plutôt une bonne chose qu'on soit engorgé. C'est ce qu'on dit tout le temps à nos partenaires. N'hésitez pas à orienter, même si vous estimez que la situation pour vous, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, de toute façon, ces situations n'a pas de solution. Mais donc, on garde pour nous, ça ne sert à rien de faire comme lettre. On leur dit, non, c'est pas comme ça. Il faut quand même qu'on rende visible ces situations. Et justement, je ne sais pas si je peux m'avancer, il y a l'ARS qui est là. Plus on montre ces situations, plus on va montrer la nécessité de mettre en place des structures et plus on est engorgé, plus on va montrer le besoin de développer la structure, la plateforme. Après, je pense que ce travail avec les partenaires est d'autant plus important, notamment les CCAS, qui sont aussi un appui de proximité, qui sont au premier rang sur le terrain. Je pense que c'est des partenaires importants, notamment pour l'ouverture des droits. C'est ça. Pour social. Donc, je pense qu'il y a quand même un appui des partenaires qui est important, mais vraiment très important, que l'accompagnement ne soit pas laissé que non plus à PEA. Je pense que c'est un travail d'équipe avec les professionnels qui sont de proximité également. C'est bien pour ça que, oui, je confirme et je reviens totalement à ce que vous dites. C'est bien pour ça qu'on y va essentiellement avec les CCAS dans les BAD, parce que la plupart quand c'est des situations de rupture de parcours, accès au droit, surtout, on sait que c'est le CCAS qui va prendre le relais. On va derrière poursuivre, s'assurer qu'il y a une prise en charge et le dossier était jusqu'au bout. Pour le coup, voilà, ça nous permet de déjà tout de suite permettre à la personne d'avoir un accompagnement immédiat. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Non, moi j'ai posé au fur et à mesure, donc effectivement, donc je redis bien sûr en termes de travail partenarial, pourquoi pas, c'est vrai que vous êtes très pris, mais même en termes de présentation au sein des structures elles-mêmes, parce qu'il n'y a rien de tel que les échanges directs, mais c'est vrai que je pense que vous êtes déjà bien pris. Mais en tout cas, vous savez qu'à la Croix-Rouge, si vous vouliez faire une intervention en direct, on trouverait vraiment le moyen de vous accueillir. Merci beaucoup. Je travaille déjà avec l'équipe mobile de la Croix-Rouge. Oui, très bien. J'aimerais bien que cette démarche soit faite, qu'on vienne présenter la plateforme. De mon côté, je voulais intervenir. Il y a beaucoup de questions, mais on ne pourra pas toutes les poser ce soir, bien sûr. Pour dire qu'effectivement, de votre présentation, on peut ressortir que vous êtes vraiment au cœur d'un réseau de compétences pluridisciplinaires, effectivement, à activer, à organiser les uns avec les autres. Je pensais par exemple à une thématique comme celle de la double vulnérabilité pour les enfants qui peuvent être repérés effectivement dans le cadre de l'accompagnement par l'aide sociale à l'enfance et qui ont des besoins liés aux problématiques liées aux situations de handicap. Je me dis que effectivement, il y a cette question-là de l'engorgement qui est à prendre en compte, la communication sur vos activités et à prendre en compte avec demande en prestation. En tout cas, le CREAI Océan Indien, on peut être également présent dans le réseau avec les différents acteurs pour pouvoir aider avec les uns et les autres à l'articulation, la mise en lien, la facilitation au niveau d'instances à mettre en place pour pouvoir s'organiser les uns avec les autres pour répondre à ces besoins et à dans ce contexte de complexité à laquelle le territoire les personnes du territoire sont confrontées, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation dans tous les cas. Peut-être moi aussi, juste pour conclure. Donc effectivement, moi je trouve que c'est intéressant la présentation montre bien votre travail, les situations que vous pouvez gérer. Ça permet aussi peut-être de préciser dans quelle situation un professionnel de santé d'un côté peut orienter les patients et aussi peut-être qu'il y a un travail d'organisation pour les professionnels de santé pour pouvoir aussi répondre à vos demandes.
Et effectivement, je trouve que par rapport aux objectifs du dispositif, il y avait un élément autour de réfléchir à une connexion un petit peu, enfin une coordination plus systématique ou systémique entre les différents secteurs, en tout cas santé, médico-social et après social, etc. Et ça, je pense que c'est un chantier sur lequel ça serait, parce qu'effectivement, des situations complexes à Mayotte, potentiellement, il y en a énormément. Et du coup, il y a peut-être aussi la nécessité de pouvoir les régler à un niveau plus coordination entre les secteurs. J'avais une autre question aussi. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un dispositif chez vous d'aller vers personnes en situation de handicap, dans le sens où les gens ont une image plutôt négative du handicap et ont tendance à garder les personnes en situation de handicap chez eux. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a un aller vers ces personnes-là ou pas? Oui. Dans nos missions, on a cette mission d'aller vers. Ça fait partie de la deuxième mission, à repérer les personnes recensées. C'est vrai que aujourd'hui, nos conseillères, je parle de conseillères, c'est un peu compliqué d'effectuer cette mission. On l'a fait, je dirais, spontanément quand on est dans des événements où on a repéré une personne qui est en difficulté, on va aller vers cette personne. Mais organiser, on a vraiment ce projet d'organiser cette mission d'aller vers dans chaque commune, avec un travail qui va se faire avec le CCAS, où on va aller chercher des invisibles. Parce que aujourd'hui, on a quand même des personnes qui sont connues de tous, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Oui. Je sais que dans la commune du Sud, quand je sollicite le CCAS pour aller en VAD, ils me disent, en fait, cette personne, on ne la connaît pas. Et pourtant, c'est une personne de la commune qui a grandi là, qui a fait toute sa vie. Donc, on a quand même constaté ce côté invisible, ces personnes qui sont invisibles, donc qui nécessitent d'aller vers. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les sollicitations, c'est un peu compliqué pour nos conseillers, mais c'est une mission qu'on se doit de faire, effectuer ce répertoire observatoire des personnes en situation de handicap qui ne sont pas connues et qui sont invisibles. On a quand même cette facilité d'aller vers ces personnes et puis d'échanger avec eux assez facilement sur leur situation et leurs besoins. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est assez faisable pour nous. Donc, voilà, c'est réfléchi et j'espère pouvoir le faire. Bon. Ok. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre présentation. C'était très intéressant, très concret. Et puis, je vous remercie aussi à tous les participants d'avoir consacré un peu de votre temps pour mieux connaître les dispositifs qui existent à Mayotte, notamment cette plateforme. Et du coup, la vidéo de notre échange sera diffusée sur des plateformes YouTube ou autres pour que des professionnels, notamment à Puissance de Santé, puissent y accéder pour avoir l'information qui ont été communiquées aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.